Il l'avait renvoyé, le jugeant trop stupide pour le poste. Une erreur fatale. Le PDG ignorait que ce pompiste, humilié devant tous, allait transformer chaque mot en carburant pour un voyage silencieux qui le ramènerait, non pour supplier un emploi, mais pour reprendre ce qui lui revenait de droit. Mesdames et messieurs, les chiffres ne mentent jamais. La voix d'Antoine Dubois était comme du velours poli, emplissant chaque recoin de la somptueuse salle du conseil. Il se déplaçait avec l'assurance d'un prédateur au sommet de la chaîne alimentaire, son costume italien impeccable reflétant la lumière tamisée des fenêtres panoramiques surplombant la ville. J'ai promis une croissance à 2 chiffres et j'ai livré 18%. Un murmure d'approbation parcourut la longue table en acajou. Les actionnaires, des hommes et des femmes qui tirèrent les ficelles de l'économie, observaient Antoine avec un mélange de respect et de crainte. Il était implacable, mais il apportait des résultats. C'était tout ce qui comptait. Antoine s'autorisa un sourire contenu, savourant le pouvoir qui émanait de cette pièce. C'est alors que la double porte s'ouvrit sans prévenir. Le son, bien que léger, coupa l'atmosphère comme un couteau. Tous les regards se tournèrent. L'assistant d'Antoine apparut, le visage pâle, la posture rigide de celui qui apporte de mauvaises nouvelles. « Monsieur Dubois, je vous prie de m'excuser. Le représentant du bloc d'actionnaires minoritaires nouvellement formé est arrivé. » Antoine haussa un sourcil, l'irritation à peine dissimulée. Une formalité agaçante. Il se retourna, le sourire de bienvenue déjà esquissé sur son visage. Et puis, il se figea. Le sourire s'effaça, remplacé par un masque de pur choc. Le verre d'eau dans sa main trembla, manquant de tomber. Debout à l'entrée, vêtu d'un costume simple mais bien coupé, se tenait Lucas Garnier, le pompiste, l'homme dont il se souvenait à peine du visage, mais dont l'humiliation avait été orchestrée avec un plaisir sadique quelques mois auparavant. Antoine agrippa le bord de la table, ses jointures blanchissant. « Que fait-il ici » siffla-t-il à son assistant, la voix basse et pleine de venin. « C'est une blague, faites-le sortir, tout de suite. » Mais Lucas ne bougea pas. Ses yeux, autrefois effrayés et soumis à la station-service, étaient désormais fixes, sereins, et portèrent le poids d'un long voyage. Ils se posèrent sur Antoine, traversant la pièce et le temps. Comment cet homme, qu'il avait jeté comme un déchet, pouvait-il se trouver maintenant dans son sanctuaire? Cette histoire est un rappel que le monde tourne. Pour ne pas manquer le dénouement de cette vengeance impressionnante, abonnez-vous maintenant et activez la cloche. Vous ne le regretterez pas. La forte odeur du café qu'un serveur apportait dans la salle du conseil envahit les narines de Lucas. Ce n'était pas un café gourmet, c'était un café fort, amer, presque brûlé. La même odeur que la petite supérette de la station-service. L'odeur qu'il sentait chaque jour avant l'aube. Cet arôme fut la clé qui déverrouilla sa mémoire, et la luxueuse salle de réunion se dissipa, le transportant au jour qui changea tout. L'esprit de Lucas le ramena à un samedi matin ensoleillé. La station-service était animée. Il sourit à une dame âgée, Madame Dubois, tandis qu'il calibrait les pneus de sa vieille voiture. « Voilà, Madame Dubois, 28 livres, comme vous aimez. » Elle lui rendit un sourire sincère, un sourire qui lui réchauffa la poitrine. « Vous êtes un bon jeune homme, Lucas, toujours si attentionné. » Il ressentit une pointe de fierté. C'était un travail simple, mais il le faisait avec honnêteté et dévouement. Il croyait que faire ce qui était juste, peu importe où, était ce qui définissait un homme. Il regarda sa voiture s'éloigner, éprouvant la satisfaction d'un travail bien fait, aussi modeste soit-il. À ce moment-là, son avenir semblait simple, mais digne. Puis, le son d'un moteur puissant déchira l'air. Une BMW noire, rutilante, s'arrêta brusquement à côté de la pompe de carburant premium. Antoine Dubois en descendit, parlant déjà fort au téléphone, impatient. Il jeta à peine un regard à Lucas, lui tendant simplement une carte de crédit. Le plein. Et vite. Lucas commença le ravitaillement, mais le pistolet de la pompe, un peu usé, ne se bloqua pas correctement et une petite quantité d'essence éclaboussa la carrosserie. Ce fut une goutte, presque imperceptible. Mais Antoine la vit. Il raccrocha brusquement. « Vous êtes idiot ou quoi ? Regardez ce que vous avez fait. Vous savez combien coûte la peinture de cette voiture ?» cria-t-il, attirant l'attention des autres clients. « Je n'ai pas de temps à perdre avec des incompétents comme vous. Vous êtes trop bête pour un travail aussi simple.
Les mots frappèrent Lucas comme des pierres. 1 heure plus tard, le gérant de la station-service le convoqua dans le petit bureau. Il ne parvenait pas à regarder Lucas dans les yeux. « Lucas, je suis vraiment désolé. Monsieur Dubois a appelé. Il a dit que si vous étiez encore là à son retour, il emmènerait toute la flotte de son entreprise chez la concurrence. » Le gérant soupira, vaincu. « Je ne peux pas prendre ce risque. Vous comprenez, n'est-ce pas ?» Lucas ne dit rien. Il prit juste sa lettre de licenciement, le papier tremblant entre ses mains. Seul, dans le vestiaire, il regarda son reflet dans le miroir brisé. L'humiliation lui brûlait le visage, mais sous la honte, une flamme froide et dure commença à s'allumer. Il n'oublierait pas. Il ne pardonnerait pas. Il allait changer la donne. Le bruit d'une tasse en porcelaine heurtant violemment la soucoupe ramena Lucas au présent. C'était Antoine, qui le fixait de l'autre côté de la table, le visage masqué par une fureur contenue. La voix d'un des membres les plus âgés du conseil coupa l'attention. « Monsieur Dubois, vous semblez perturbé. Connaissez-vous par hasard Monsieur Garnier ?» Antoine força un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. « Je le connais, d'une vie passée. » Les jours qui suivirent son licenciement, le monde de Lucas se réduisit à la taille de son petit appartement. L'odeur d'essence fut remplacée par celle du vieux papier des livres qu'il dévorait chaque nuit. Des ouvrages sur la finance, la bourse, les stratégies d'investissement. Il ne voulait pas seulement un nouvel emploi. Il voulait comprendre la machine qu'Antoine Dubois opérait avec tant d'arrogance. Il voulait parler le même langage. Pendant la journée, la réalité était un coup de poing dans l'estomac. Il envoya des dizaines de CV pour des postes d'assistant administratif, de magasinier, tout ce qui ne nécessitait pas de pistolet de pompe. Les réponses, quand elles arrivaient, étaient toujours les mêmes. Manque d'expérience dans le secteur. Nous recherchons un profil avec une formation supérieure. Chaque nom était un coup de poignard dans sa confiance. Un après-midi, il enfila sa meilleure chemise, une qu'il gardait pour les occasions spéciales, et se rendit à un salon de l'emploi au centre-ville. Il s'approcha du stand d'une société de courtage en investissement, le cœur battant à tout rompre. Il avait lu sur eux, admirait leurs analyses. « Excusez-moi », dit-il à une recruteuse. « J'ai étudié le marché par moi-même et… » La femme le mesura de haut en bas, son regard professionnel s'attardant un instant sur ses mains, encore calleuses du travail manuel. « Quelle est votre formation ?» demanda-t-elle, la voix polie, mais désintéressée. « Je n'ai pas fait d'université, mais j'apprends vite. Je comprends l'analyse fondamentale, Elle l'interrompit avec un sourire étudié. « Laissez votre CV dans la boîte. Nous vous contacterons. » Lucas savait ce que cela signifiait. Il quitta le salon, le bruit des conversations animées résonnant comme une moquerie. Il erra sans but dans les rues, son reflet dans les immeubles miroirs, montrant un homme qui n'appartenait pas à ce monde. Il ne voulait pas de vengeance. À ce moment-là, il voulait juste une chance. Une seule porte ouverte. Mais toute semblait verrouillée par un cadenas appelé « qualification ». Et la clé se trouvait dans un passé qu'il n'avait pas. Lucas réalisa que la voie traditionnelle était bloquée. S'il ne pouvait pas entrer par la porte, il devrait trouver une fissure dans le mur. Avec les économies de toute une vie, une petite somme qu'il gardait religieusement, il décida de faire son premier pas. Il passa des semaines à faire des recherches, non pas sur les géants de la bourse, mais sur les petites entreprises, les startups au potentiel disruptif. Il en trouva une, Innova Solaire, une petite entreprise technologique qui développait un nouveau type de panneaux solaires à faible coût. La passion des fondateurs était contagieuse, la technologie prometteuse. Il investit tout ce qu'il possédait, devenant un micro-actionnaire, invisible, mais plein d'espoir. Pendant quelques mois, le pari sembla porter ses fruits. Les actions d'Innova Solaire commencèrent à monter lentement, et Lucas savoura le goût de la première victoire. Il suivait chaque nouvelle, chaque rapport, le cœur serré. Ce qu'il ignorait, c'est que son petit succès était apparu sur le radar d'un requin. Sampaio Holdings, l'empire d'Antoine, se diversifiait dans l'énergie propre. Antoine ne créait pas, il absorbait. Il vit le potentiel d'Innova Solaire non comme une innovation à nourrir, mais comme une proie à dévorer. Un jour, Lucas se réveilla avec une nouvelle qui lui glaça le sang. Sampaio Holdings avait lancé une offre publique d'achat hostile. Antoine utilisa son pouvoir de marché pour faire chuter le prix des actions, répandant des rumeurs sur l'instabilité de la start-up. La panique s'empara des petits investisseurs.
En moins d'une semaine, il acheta Innova Solaire pour une fraction de sa valeur réelle. Lucas vit la valeur de son investissement, les économies de toute une vie, se transformer en poussière. Il perdit presque tout. Il appela la ligne d'assistance aux investisseurs de la start-up, sa voix désespérée. Mais comment? L'offre était si basse. La voix de l'autre côté était lasse, vaincue. Mon ami, nous n'avons pas eu le choix. C'était accepter ou être écrasé. Bienvenue sur le marché. La défaite fut dévastatrice. Le silence dans son appartement devint assourdissant. Lucas se regarda dans le miroir de la salle de bain, le même miroir brisé du vestiaire de la station-service. Les mots d'Antoine résonnèrent dans son esprit, plus forts et plus cruels que jamais. Trop bête pour un travail aussi simple. La voix semblait maintenant la sienne. Peut-être qu'Antoine avait raison. Qui était-il pour penser pouvoir rivaliser dans ce monde? Un ex-pompiste avec quelques livres et un rêve. C'était pathétique. Il avait été arrogant de croire qu'il pouvait changer son destin. Le doute le rongea de l'intérieur, un poison lent et paralysant. Il pensa à abandonner, à vendre les livres, à chercher le travail le plus simple qu'il put trouver, un où il n'aurait pas besoin de penser, juste d'obéir. Un endroit sûr, loin des requins. Il s'assit au bord du lit, la tête entre les mains, le poids de l'échec écrasant ses épaules. C'est alors que son regard tomba sur une petite boîte en bois poussiéreuse, sur le dessus de l'armoire. C'était la boîte à outils de son père. Son père, un mécanicien qui avait passé sa vie avec de la graisse sous les ongles, mais avec un esprit brillant. Il ouvrit la boîte. À l'intérieur, avec les outils usés, il y avait un petit carnet de notes. Sur la première page, de la belle écriture de son père, était écrit « Les gens voient la voiture, Lucas. Toi, tu dois voir le moteur. Comprends comment les choses fonctionnent à l'intérieur, et personne ne pourra te tromper à l'extérieur. » Un souvenir le frappa avec la force d'un éclair. Lui, à 10 ans, frustré de ne pas réussir à réparer une petite voiture télécommandée. Son père s'était assis à côté de lui, non pour la réparer à sa place, mais pour la démonter pièce par pièce, expliquant la fonction de chacune. « N'abandonne pas à la première défaillance », avait dit son père. « Le premier échec n'est que le début de la leçon. » Lucas ferma les yeux. La voix d'Antoine devint un bourdonnement lointain, étouffé par la voix calme et sage de son père. Le doute ne disparut pas, mais la peur commença à se transformer en quelque chose de différent. De la colère. Une colère froide et ciblée. Antoine ne l'avait pas vaincu. Il lui avait donné une leçon, la plus dure de toutes. Il se leva, le corps encore endolori, mais le dos droit. Il n'essaierait plus d'entrer par la porte ou par une fente. Il construirait sa propre porte, et il l'utiliserait pour abattre tout le bâtiment. La nécessité de survivre était plus immédiate que le désir de vengeance. Lucas ravala sa fierté et accepta le premier emploi qu'il trouva. Voiturier dans l'un des hôtels les plus luxueux de la ville. L'uniforme, un blazer mal taillé et des gants blancs, ressemblait à un déguisement humiliant. Il passa des semaines à garer des voitures dont la valeur aurait pu résoudre sa vie, recevant des pourboires d'hommes qui ne le voyaient pas, qui regardaient à travers lui comme s'il faisait partie du décor. Il apprit à sourire, à dire « Oui, monsieur », et à courir pour ne pas faire attendre les clients. Chaque voiture de luxe qu'il garait était un rappel amer de son échec avec Innova Solaire. Un soir, l'hôtel accueillait un gala pour l'entrepreneur de l'année. Le hall était bondé de figures puissantes, l'air vibrant de conversations sur des fusions et acquisitions. Lucas était à l'entrée, le froid de la nuit lui mordant le visage, lorsqu'une BMW noire, la même BMW, s'arrêta devant lui. Son cœur fit un bond. Antoine Dubois descendit de la voiture, tendant la clé aux collègues de Lucas. Mais alors, leurs regards se croisèrent. Un éclair de reconnaissance, suivi d'un sourire cruel, illumina le visage d'Antoine. Il reprit la clé de la main de l'autre voiturier et s'approcha de Lucas. « Tiens, qui voilà ?» dit Antoine, la voix assez forte pour que les entrepreneurs alentour entendent. « Lucas, n'est-ce pas? Je vois que vous montez en grade, de pompiste à voiturier. Mes félicitations pour la promotion. » Il tendit la clé, mais au lieu de la lui donner, il la laissa tomber délibérément par terre, entre ses chaussures coûteuses. « Ramassez-la » ordonna-t-il, le sourire s'élargissant. Lucas resta paralysé, le visage brûlant de honte.
Le petit cercle d'entrepreneurs autour d'Antoine observait la scène avec une curiosité amusée. Personne ne dit rien. C'étaient des requins sentant l'odeur du sang dans l'eau. Lucas inspira profondément, plia lentement les genoux et ramassa la clé. Il se releva, essayant de garder sa dignité, et dit d'une voix ferme : « Votre voiture sera en sécurité, monsieur. » Antoine rit, un son sec et dédaigneux. C'est le moins qu'on puisse attendre de quelqu'un d'aussi qualifié. L'humiliation, cependant, ne faisait que commencer. Le commentaire d'Antoine agit comme un signal pour ses collègues. Le mépris devint un sport. Tandis que Lucas attendait d'autres voitures, l'un des amis d'Antoine, un homme corpulent avec une montre en or qui brillait dans l'obscurité, s'approcha. « Et vous » l'appela-t-il, en claquant des doigts. « Ma voiture a une tache sur le pare-brise. Réglez ça avant de la garer. » Il jeta un mouchoir en soie sur la poitrine de Lucas. « Utilisez ça. » Un autre se joignit, riant. « Attention à ne pas rayer la mienne, hein ? Je ne sais pas si votre salaire d'un mois paierait la réparation. » Ils formèrent un demi-cercle autour de lui, transformant l'entrée de l'hôtel en une scène. L'humiliation cessa d'être un acte isolé d'Antoine et devint un spectacle collectif. Les autres invités qui arrivaient, voyant la scène, détournèrent le regard, gênés ou souriaient discrètement, complices du pouvoir qu'Antoine dégageait. Lucas se sentait piégé, exposé sous les lumières vives de l'entrée de l'hôtel. Chaque rire, chaque commentaire sarcastique était comme une petite coupure sur sa peau. Il pouvait sentir les regards des autres voituriers, ses collègues, qui observaient tout de loin, impuissants et craignant d'être impliqués. Il savait qui était Antoine Dubois. Il savait qu'un homme comme lui pouvait détruire la vie d'un travailleur d'un simple coup de fil. Et ainsi, Lucas était seul, entouré de loups, vêtus de costumes de marque, le public silencieux permettant au massacre de continuer. La nuit froide semblait lui geler les os, mais c'était la chaleur de la honte qui le consumait de l'intérieur. À un certain moment, Lucas sentit une vague d'adrénaline transpercer le brouillard de l'humiliation. Il ne pouvait plus le supporter, quand l'un des hommes le poussa légèrement, disant « Dépêchez-vous, nous n'avons pas toute la nuit ». Quelque chose en lui se déclencha. Il se tourna, non pas vers l'homme qui l'avait poussé, mais vers Antoine, le chef d'orchestre de cette cruelle symphonie. Il marcha vers lui, s'arrêtant à une distance respectueuse, mais ses yeux étaient fermes. « Monsieur Dubois », dit-il, la voix étonnamment calme et claire, résonnant dans le silence qui s'était formé. « Vous pouvez avoir tout l'argent du monde, mais il y a une chose que vous ne pourrez jamais acheter, le respect que l'on gagne en traitant les gens avec dignité. » Pendant un instant, un silence stupéfait s'abattit sur le groupe. L'audace d'un simple voiturier confrontant Antoine Dubois était quelque chose qu'il n'attendait pas. Antoine fut pris de court, son sourire vacilla pendant une fraction de seconde. Lucas sentit une petite, minuscule étincelle de victoire. Il avait riposté. Il ne s'était pas courbé. Dans ce bref moment, sous les lumières de l'hôtel, il n'était pas un voiturier, pas un ex-pompiste. Il était un homme défendant sa valeur. L'assemblée d'entrepreneurs le regarda avec une nouvelle expression, un mélange de choc et peut-être, juste peut-être, une lueur d'admiration pour son courage. La marée semblait avoir tourné en sa faveur. Mais la marée ne se retire qu'avant le tsunami. Antoine se remit du choc en un clin d'œil. La surprise sur son visage fut remplacée par une fureur glaciale. Il fit un pas en avant, envahissant l'espace personnel de Lucas, son visage à quelques centimètres du sien. Il ne cria pas, il parla à voix basse, presque un murmure, mais chaque mot était imprégné de venin. « Dignité » siffla-t-il. « Laissez-moi vous donner une leçon sur la réalité, mon garçon. La dignité, c'est de pouvoir payer ses factures. La dignité, c'est de mettre de la nourriture sur la table. Et des gens comme vous qui parlent de dignité en garant les voitures d'hommes comme moi n'ont ni l'un ni l'autre. » Il se tourna vers l'auditoire, qu'il observait maintenant avec une attention renouvelée, attendant le coup final. « Cet homme, » annonça Antoine, désignant Lucas comme s'il était un insecte. « Cet homme pense avoir de la valeur, mais sa valeur est définie par ce que je décide de payer. Et aujourd'hui, je décide qu'il ne vaut rien. » Il se tourna vers le directeur de l'hôtel, qui s'était approché, terrifié. « Cet employé vient de m'offenser. Je suis un client précieux de cet hôtel. J'espère que vous prendrez la bonne décision. »
Le directeur, pâle, se contenta d'acquiescer. Antoine se tourna alors vers Lucas une dernière fois. Le sourire cruel était revenu, plus grand et plus victorieux que jamais. Il se pencha et murmura, de sorte que seul Lucas puisse l'entendre. « Tu n'es pas stupide, Lucas. Tu es insignifiant. » Il se redressa et s'éloigna avec son entourage, les rires résonnant derrière lui. Le directeur s'approcha de Lucas, embarrassé. « Remettez-moi l'uniforme. Vous êtes licencié. » Lucas resta immobile, le son des rires et des voitures de luxe se mêlant en un bourdonnement chaotique. Il était seul, complètement vaincu. La phrase d'Antoine résonna dans son esprit, l'humiliation suprême, la sentence finale. Insignifiant. Lucas rentra chez lui ce soir-là, mais il ne sentait pas le sol sous ses pieds. L'uniforme de voiturier, qu'il portait dans un sac en plastique, semblait peser une tonne. Chaque pas résonnait du dernier mot d'Antoine. Insignifiant. Il entra dans son appartement et l'obscurité l'engloutit. Il ne prit pas la peine d'allumer la lumière. Il jeta le sac par terre avec un bruit sourd et se traîna jusqu'au canapé, où il s'effondra. Le silence était un accusateur. Les murs semblaient murmurer ses échecs. Le licenciement de la station-service, la perte de ses économies dans Innova Solaire, et maintenant l'humiliation publique. Antoine ne gagnait pas seulement, il dansait sur la tombe des espoirs de Lucas. Pour la première fois, Lucas envisagea l'abandon total, non seulement de lutter contre Antoine, mais de lutter pour la vie. L'idée de se lever le lendemain, de chercher un autre emploi subalterne, d'affronter d'autres regards de pitié ou de mépris, était physiquement douloureuse. Peut-être que c'était son destin. Être un fantôme, une note de bas de page dans l'histoire d'hommes comme Antoine Dubois. Il ferma les yeux, épuisé. L'image de son père lui vint à l'esprit, non pas celle de l'homme sage et fort, mais l'image de lui à la fin de sa vie, fatigué, les mains tremblantes de Parkinson, mais toujours affairé à réparer une vieille radio dans la cuisine. La frustration sur son visage, mais le refus d'abandonner. Le souvenir était trop douloureux. Lucas se leva, chancelant, et alla jusqu'à l'armoire. Il devait jeter tout ce qui lui rappelait le passé. Il prit la vieille boîte à outils de son père, décidé à s'en débarrasser. En l'ouvrant pour en vider le contenu, ses doigts touchèrent le petit carnet de notes. Il allait le jeter aussi, mais quelque chose l'arrêta. Il l'ouvrit à une page au hasard. C'était une note sur Énergie Pionnière SA, une petite entreprise énergétique locale. À côté, son père avait écrit « J'ai acheté 200 actions. Un jour, cela pourrait valoir quelque chose. C'est peu, mais c'est un début. » Lucas n'avait jamais entendu parler de cette entreprise. Poussé par une dernière étincelle de curiosité, il prit son ordinateur portable, l'écran fissuré éclairant son visage fatigué. Il tapa le nom de l'entreprise dans le moteur de recherche. Ce qu'il découvrit le fit s'asseoir brusquement. Énergie Pionnière SA n'existait plus. Elle avait été l'une des premières acquisitions de Sampaio Holdings, plus de 20 ans auparavant. La transaction fut ce qui catapulta un jeune et inconnu Antoine Dubois au statut de millionnaire. Lucas commença à creuser plus profondément, tombant dans un terrier de lapins d'articles anciens, de forums d'investisseurs oubliés et de coupures de journaux numérisés. Il trouva des dizaines d'histoires, des fragments de vie ruinés, de petits actionnaires, comme son père, qui avaient été pressés de vendre leurs actions pour des valeurs dérisoires. La tactique était toujours la même. Antoine répandait de la désinformation, créait la panique, puis apparaissait comme le sauveur, achetant tout pour une bouchée de pain. L'histoire d'Innova Solaire n'était pas un cas isolé, c'était une méthode perfectionnée au fil des décennies. Le nom de son père n'apparaissait dans aucune nouvelle, il était trop petit pour être remarqué. Il n'était qu'un grain de sable de plus dans la fondation de l'empire d'Antoine. Une colère, différente de tout ce qu'il avait ressenti, commença à brûler dans sa poitrine. Ce n'était pas la colère chaude de l'humiliation, mais une fureur froide, précise, comme la pointe d'un scalpel. Ce n'était plus à propos de lui, c'était à propos de son père. C'était à propos de toutes les personnes invisibles qu'Antoine avait écrasées dans son ascension. Il réalisa qu'Antoine ne lui avait pas seulement volé de l'argent dans Innova Solaire, il lui avait volé l'héritage de son père, le petit Legs qu'il avait essayé de laisser. La lutte était devenue personnelle à un niveau qu'il n'imaginait pas. Il regarda la note de son père. C'est peu, mais c'est un début. Soudain, les mots prirent un nouveau sens. Les 200 actions. Existaient-elles encore?
Auraient-elles été converties en actions de Sampaio Holdings? C'était une chance minime, une aiguille dans une botte de foin. Mais c'était plus que ce qu'il avait une heure auparavant. Il savait qu'il ne pouvait pas faire cela seul. Il avait besoin de quelqu'un qui connaissait la loi, quelqu'un qui comprenait l'esprit d'Antoine. Sa recherche le mena à un nom qui apparaissait à plusieurs reprises dans les anciens forums, un avocat qui avait tenté de lutter contre Antoine dans l'affaire Énergie Pionnière et avait été professionnellement détruit pour cela, Maître Émile Laurent. Selon les dernières informations, il vivait reclus dans une petite ville de province. Lucas ferma son ordinateur portable. L'épuisement avait disparu, remplacé par une clarté d'intention qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. Il ne fuirait plus. Il allait chasser. Le voyage vers la petite ville de province fut long et silencieux. Lucas trouva Maître Émile Laurent dans une maison modeste, avec un jardin qui avait connu des jours meilleurs. L'homme qui le reçut à la porte était l'ombre de l'avocat combatif que Lucas avait vu sur de vieilles photos. Ses épaules étaient courbées, ses yeux fatigués, et il se déplaçait avec la lenteur d'un homme qui avait depuis longtemps accepté la défaite. « Que voulez-vous » demanda Laurent, la voix rauque, sans inviter Lucas à entrer. Lucas n'hésita pas. « Je veux votre aide pour faire tomber Antoine Dubois. » Laurent laissa échapper un rire court et amer. « Mon garçon, mettez-vous dans la file. Une file qui a 20 ans et n'a pas bougé d'un centimètre. Rentrez chez vous. Vous ne savez pas à qui vous avez affaire. » Il commença à fermer la porte, mais Lucas la retint du pied. « Mon père était actionnaire d'Énergie Pionnière SA, » dit Lucas, et le nom de l'entreprise fit s'arrêter Laurent. Il a laissé 200 actions. Je crois qu'Antoine l'a escroqué, tout comme il a escroqué tous les autres. Il lui tendit le vieux carnet de notes de son père. Laurent regarda l'écriture, la simple annotation, et quelque chose dans son regard changea. L'apathie fit place à une lueur d'intérêt. Il prit le carnet, ses doigts traçant les mots. « Je me souviens de ça, » murmura-t-il. « Je me souviens des noms, des familles. Personne n'a jamais pu prouver quoi que ce soit. » Il regarda enfin Lucas, le voyant vraiment pour la première fois. Il vit la même flamme qui avait un jour brûlé en lui. « Entrez, » dit Laurent, ouvrant la porte. « Racontez-moi tout. » La pièce était pleine de boîtes d'archives, un mausolée de cas perdus. Lucas raconta son histoire, de la station-service à l'humiliation à l'hôtel. Laurent écouta en silence, et à la fin, un sourire sombre apparut sur ses lèvres. Antoine n'a pas changé du tout, la même arrogance, la même cruauté. Il laisse toujours une trace, parce qu'il se croit intouchable. Il se leva et se dirigea vers l'une des boîtes, soufflant la poussière. Il vous a détruit par plaisir, et c'est son erreur. Il sortit une liasse de documents jaunis. Voyons si votre héritage peut acheter un billet pour le spectacle final. Nous allons le détruire. Les jours suivants furent une immersion totale dans le passé. Le bureau improvisé de Maître Laurent prit vie. Des cartes de connexion furent dessinées sur le mur, reliant noms, entreprises et dates. La première grande révélation vint d'une analyse minutieuse des registres de l'acquisition d'Énergie Pionnière. Laurent, avec son expérience, identifia une faille. « Regardez ici, Lucas. Les actions de votre père n'ont pas été simplement achetées. Elles ont été converties en actions de Sampaio Holdings, mais dans une catégorie spéciale, sans droit de vote et avec des dividendes dérisoires. Ce fut une manœuvre pour diluer les actionnaires minoritaires jusqu'à ce qu'ils se transforment en poussière statistique. Légalement, vous êtes toujours un associé microscopique, mais un associé. » La colère de Lucas commença à se transformer en une concentration glaciale. Ce n'était plus seulement une question de justice pour son père, mais une question de droit. Il était propriétaire d'une partie, aussi infime soit-elle, de l'empire qu'il avait humilié. « Mais comment utilisons-nous cela » demanda Lucas. « Seuls, nous ne sommes rien », répondit Laurent. « Mais Antoine n'a pas détruit qu'une seule personne. Il en a détruit des centaines. Nous devons les trouver. » Ils commencèrent une recherche inlassable, utilisant les vieux contacts de Laurent et l'habileté de Lucas avec Internet. Ils trouvèrent d'autres enfants et petits-enfants d'actionnaires d'Énergie Pionnière. Beaucoup avaient oublié, d'autres avaient peur. Mais Lucas, avec sa propre histoire d'humiliation, réussit à se connecter avec eux. Il ne parlait pas comme un avocat, mais comme une victime. À chaque personne qui rejoignait la cause, le petit bloc d'action de Lucas grandissait. La colère qui l'isolait auparavant le connectait désormais à une communauté de personnes lésées.
Le plan commença à prendre forme. Il n'allait pas poursuivre Antoine en justice. Cela prendrait des années et il les écraserait avec son armée d'avocats. Ils allaient utiliser le seul langage qu'ils comprenaient, le pouvoir. Ils allaient unir leurs actions et exiger un siège au conseil d'administration. La pièce manquante, la preuve décisive, vint d'une source inattendue. Maître Laurent reçut un appel d'un numéro inconnu. À l'autre bout du fil, une voix nerveuse s'identifia comme Marc Lefebvre, l'ancien directeur financier de Sampaio Holdings. « J'ai entendu ce que vous faites, dit-il. J'ai travaillé pour Antoine pendant 15 ans. Je sais où tous les cadavres sont enterrés. » Marc avait été licencié quelques mois auparavant, remplacé par quelqu'un de plus jeune et plus soumis. Il nourrissait une rancœur silencieuse. Et, plus importante encore, des copies de documents prouvant les manœuvres illégales d'Antoine, non seulement chez Énergie Pionnière, mais dans plusieurs autres acquisitions, y compris celle d'Innova Solaire. Ce fut le moment Eureka. Ils n'avaient pas seulement une revendication morale, ils avaient la preuve irréfutable. Avec les preuves de Marc et le bloc d'action qu'ils avaient rassemblés, ils avaient suffisamment de puissance de feu pour causer un réel préjudice. La stratégie fut définie. Ils convoqueraient une assemblée des actionnaires et utiliseraient les preuves pour nommer Lucas au conseil. Ce serait un cheval de Troie. Une fois à l'intérieur, Lucas pourrait tout exposer. La scène de la révélation serait la réunion annuelle des actionnaires, l'événement où Antoine se couronnait toujours roi. « C'est l'endroit parfait », dit Laurent, ses yeux brillant d'une énergie que Lucas n'avait pas vue depuis son arrivée. « Nous allons l'humilier dans son propre théâtre. » Ils préparèrent le dossier, chaque page une pelletée de terre dans la fosse qu'ils creusaient pour Antoine Dubois. À une semaine de la réunion annuelle, le plan faillit s'effondrer. Antoine, sentant une agitation étrange parmi les actionnaires minoritaires, devint méfiant. Il ne connaissait pas les détails, mais son instinct de prédateur s'activa. Il convoqua une réunion extraordinaire du conseil pour approuver une nouvelle émission d'actions, une manœuvre qui diluerait davantage le pouvoir des minoritaires et rendrait inutile le bloc de Lucas et Laurent. La panique s'installa. « Il sait, d'une manière ou d'une autre, il sait, » dit Lucas, arpentant le bureau de Laurent. « C'est fini. » Laurent, cependant, resta calme. « Il ne sait rien. Il ne fait que marquer son territoire. Nous allons utiliser cela à notre avantage. » La veille au soir de la réunion extraordinaire d'Antoine, Marc, l'ancien directeur, appela, la voix tremblante. « Je ne peux pas faire ça. Antoine m'a appelé. Il m'a offert un contrat de consultant, une fortune. Il a dit qu'il avait entendu mon nom dans certains cercles hostiles et qu'il voulait me ramener de son côté. C'était un avertissement. » Le témoignage de Marc était l'épine dorsale du plan. Sans lui, les preuves documentaires auraient pu être contestées. La tension était insupportable. Lucas ressentit le goût amer de la défaite une fois de plus. Mais Laurent prit le téléphone. « Marc, » dit-il, la voix ferme. « Souviens-toi de ce qu'il t'a fait. Souviens-toi comment il t'a jeté après 15 ans. Cet argent qu'il t'offre n'est qu'une autre chaîne. La liberté n'a pas de prix. » Il y eut un long silence de l'autre côté de la ligne. Finalement, Marc soupira. « Retrouvez-moi à l'entrée du bâtiment demain, 1 minute avant la réunion. » Il ne savait pas s'il apparaîtrait. Tout dépendait de ce moment. Le lendemain matin, Lucas enfila le costume le plus cher qu'il put s'offrir avec le peu d'argent qu'il lui restait. Aux côtés de Laurent, il marcha vers l'imposant bâtiment de Sampaio Holdings. C'était maintenant ou jamais. Si ce parcours de dépassement vous a déjà ému, dites-moi en commentaire de quelle ville vous regardez. Je lis et réponds à tous avec beaucoup d'affection. Avec la réunion annuelle des actionnaires fixée, la petite maison de maître Émile Laurent se transforma en quartier général de guerre. La préparation était méticuleuse, une opération chirurgicale contre un géant. Lucas et Laurent passèrent des jours et des nuits à monter le dossier final. Chaque accusation était étayée par un document, chaque document authentifié par Marc, l'ancien directeur financier, qui était devenu une pièce maîtresse de la conspiration. Il ne se contentait pas de rassembler des preuves, il construisait une narration irréfutable. Lucas, avec sa mémoire photographique pour les détails, mémorisa chaque transaction, chaque date, chaque nom. Il ne serait pas seulement un accusateur, il serait la preuve vivante de la fraude. Tandis que Laurent s'occupait de la stratégie juridique, s'assurant que chaque étape était blindée contre les attaques des avocats d'Antoine, Lucas avait une autre tâche.
Il contacta personnellement chacun des actionnaires minoritaires qui avaient rejoint le bloc. Il n'envoya pas d'email ou de message. Il les appela un par un. Il écouta leurs histoires. Des histoires de pères et de grands-pères qui avaient perdu leurs économies, leurs rêves. Il partagea sa propre douleur, l'humiliation à la station-service, le mépris à l'hôtel. Il transforma un bloc d'action en un mouvement, une alliance forgée dans la douleur et l'espoir de justice. Le moment parfait pour l'attaque fut choisi avec précision. Il n'interromprait pas le début de la réunion. Il laisserait Antoine faire son discours triomphal, se prélasser sous les applaudissements, atteindre le sommet de son arrogance. La chute serait beaucoup plus grande depuis le sommet. Ils répétèrent la confrontation des dizaines de fois. Laurent jouait le rôle d'Antoine, attaquant Lucas avec des questions cruelles et des disqualifications. « Qui êtes-vous pour remettre en question mes affaires? Un pompiste? Un voiturier ?» Et Lucas apprenait à répondre, non avec colère, mais avec des faits froids, tranchants et indéniables. « Je suis un actionnaire, Monsieur Dubois, et ce sont les chiffres de votre entreprise. Des chiffres que vous semblez avoir oublié de présenter. » La préparation fut épuisante, mentalement et émotionnellement. Lucas dormait à peine, se nourrissant de café et de l'adrénaline de la mission. Il se transformait, le jeune homme humilié laissant place à un stratège concentré et implacable. À 2 jours de la réunion, le dernier obstacle surgit, manquant de faire s'écrouler tout le château de cartes. L'un des actionnaires du bloc, un homme âgé dont la famille avait été l'une des plus lésées par l'acquisition d'énergie pionnière, eut un problème de santé et fut hospitalisé. Ses actions étaient cruciales. Sans elles, le bloc perdait le pourcentage minimum nécessaire pour nommer un membre au conseil. La panique s'installa de nouveau. Antoine, par pure chance, aurait pu gagner sans même combattre. Tenter de trouver un autre actionnaire à la dernière minute était impossible. La frustration était palpable. Après tout le travail, tout le risque, le destin semblait se moquer d'eux. Lucas refusa d'abandonner. « Je vais à l'hôpital », dit-il. Laurent l'avertit. « Lucas, l'homme est malade. Nous ne pouvons pas le presser. »« Je ne le presserai pas, » répondit Lucas. « Je vais lui parler. » À l'hôpital, Lucas trouva le fils de l'actionnaire, un homme d'âge moyen, fatigué et inquiet. Lucas ne parla pas d'Action ou d'Antoine Dubois. Il parla de son propre père, du carnet de notes, du désir d'honorer sa mémoire. Il expliqua que la lutte n'était pas pour l'argent, mais pour la dignité. Le fils écouta en silence et, après un long moment, prit le téléphone et appela l'avocat de la famille. « Mon père m'a donné une procuration pour ces questions. Il aimerait que sa lutte soit honorée. Vous avez nos actions. » Ils avaient surmonté l'obstacle, mais la frayeur servit de rappel de la fragilité du plan. Ils misaient tout sur un seul coup. Le matin de la réunion, Lucas, Laurent et Marc se rencontrèrent dans un café près du bâtiment de Sampaio Holdings. L'air était chargé de tension. Marc, l'ancien directeur, était visiblement nerveux, ses mains tremblantes en tenant sa tasse. « Et s'il a une sécurité supplémentaire? Et s'il ne nous laisse pas entrer ?» demanda-t-il. Laurent posa une main ferme sur son épaule. « Vous êtes un invité, Marc, et nous sommes actionnaires. Nous avons tout le droit d'être là. » Lucas était étonnamment calme. Il avait passé la nuit blanche, non par anxiété, mais en repassant chaque détail, chaque chiffre, chaque question possible. Il était prêt. En se levant pour partir, il regarda ses 2 alliés, 2 hommes brisés par le même système qu'il entendait abattre. « Nous allons finir ce que vous avez commencé il y a 20 ans, » dit Lucas. Ensemble, les 3 marchèrent vers l'entrée du gratte-ciel de verre et d'acier, le cœur de l'empire d'Antoine. Le piège était tendu. La scène revient à la salle du conseil, quelques instants après l'arrivée de Lucas. Le choc initial d'Antoine Dubois se transforme rapidement en une fureur froide et contrôlée. Il se ressaisit, ajuste le nœud de sa cravate et laisse échapper un rire condescendant qui résonne dans la salle silencieuse. Il se tourne vers les autres membres du conseil, ouvrant les bras dans un geste d'incrédulité théâtrale. « Mesdames et messieurs, je vous prie de m'excuser pour cette interruption. Il semble que notre système de sécurité ait eu une défaillance et ait permis l'entrée d'un livreur à l'étage erroné. » Il regarde Lucas avec un mépris qui pourrait glacer l'enfer. « Mais puisqu'il est là, permettez-moi de clarifier. Cet homme, dit-il, la voix dégoulinante de sarcasme,
Et monsieur Lucas Garnier. Je le connais. Oui, il m'a déjà fait le plein de ma voiture. Et si je ne me trompe, il l'a aussi garé. Un travailleur zélé, sans aucun doute, dans son domaine de compétences. Les rires de certains membres du conseil, les plus loyaux à Antoine, brisent la tension. Antoine se sent encouragé, gonflant le torse. Maintenant, ce qu'un ex-pompiste ferait à une réunion du conseil de Sampaio Holdings, je l'ignore. Peut-être a-t-il confondu la salle de réunion avec la cafétéria. Ça arrive. Il se tourne vers Lucas, le sourire se dissolvant en un ordre clair. Votre présence ici est une erreur. Je vous suggère de vous retirer avant que je ne doive appeler la sécurité pour vous accompagner dehors. L'arrogance d'Antoine est palpable. Il est sur son territoire, au sommet de son pouvoir. Et la présence de Lucas est une anomalie qu'il entend écraser publiquement pour réaffirmer sa domination. Il s'assied en bout de table, comme un roi sur son trône, et fait un geste de mépris. Continuons, messieurs, sur la projection pour le prochain trimestre. Il agit comme si Lucas avait déjà disparu, comme si son insignifiance était un fait accompli. Il est si confiant en son pouvoir, en sa capacité à intimider et à écarter les autres, que pas un instant il n'envisage que Lucas puisse avoir un quelconque droit d'être là. Pour lui, la situation est simple. Une plaie a envahi son palais, et il l'écrasera sans se salir les chaussures. La phrase finale plane dans l'air, un témoignage de sa superbe. Des gens comme lui n'appartiennent pas à ce monde. Lucas ne bouge pas. Il attend que les rires cessent et que le regard d'Antoine se pose de nouveau sur lui, impatient. Avec un calme qui déconcerte tout le monde, il fait un pas en avant. Vous avez raison, monsieur Dubois. Je vous ai déjà fait le plein de votre voiture. Et en le faisant, j'ai appris que même les moteurs les plus puissants peuvent subir des pannes catastrophiques s'ils ne sont pas entretenus. L'analogie plane dans l'air et le silence dans la salle s'épaissit. Lucas s'adresse au conseil. Mon nom est Lucas Garnier, et contrairement à ce que suggère monsieur Dubois, je ne suis pas ici par erreur. Je suis ici en tant que représentant légal du bloc d'actionnaires minoritaires, qui ensemble détiennent 4,7% des actions ordinaires de cette entreprise. Un murmure parcourt la salle. C'est un petit pourcentage, mais suffisamment significatif pour ne pas être ignoré. Antoine rit de nouveau, mais cette fois, le rire sonne forcé. 4%? Un moustique sur un pare-brise. Que voulez-vous? Un dividende supplémentaire? Lucas ignore la provocation. Nous voulons de la transparence. Et c'est pourquoi je voudrais présenter au Conseil quelques documents concernant l'acquisition de la société Énergie Pionnière SA, il y a 20 ans. Il projette sur l'écran principal le premier document, un registre montrant comment les actions des minoritaires ont été converties en titres sans valeur. Une manœuvre brillante, monsieur Dubois, mais frauduleuse. Antoine se lève, le visage rouge de colère. C'est absurde, une fiction créée par un opportuniste. Ces documents sont faux, une tentative désespérée d'extorsion. Il se tourne vers le conseil, la voix tonitruante. Allez-vous me croire, moi qui ai bâti cet empire, ou un inconnu qui apparaît avec de vieux papiers? La porte de la salle s'ouvre de nouveau. Cette fois, celui qui entre est maître Émile Laurent, accompagné d'un homme pâle et nerveux, Marc Lefebvre, l'ancien directeur financier. Ils ne sont pas faux, Antoine, dit Marc, la voix tremblante, mais audible. Je le sais, parce que c'est moi qui les ai rédigés. Sous vos ordres. La mâchoire d'Antoine tombe. La trahison est un coup visible. Marc, que fais-tu? Ils t'ont acheté? Non, répond Marc, reprenant des forces. Ils m'ont rappelé ce que signifie avoir une conscience. Il tend à Laurent un dossier. Et ce n'est pas la seule fraude. Laurent avance et pose le dossier sur la table. Ici, messieurs, se trouvent les preuves de manipulation de marché lors de l'acquisition d'Innova Solaire et de 3 autres entreprises. Un schéma de 20 ans d'enrichissement illicite, bâti sur la ruine de petits investisseurs. Lucas porte le coup final, sa voix tranchant l'air. Y compris mon père, l'un des actionnaires originaux d'Énergie Pionnière. Vous n'avez pas construit un empire, monsieur Dubois. Vous l'avez volé, pièce par pièce. Le visage d'Antoine Dubois, autrefois un portrait de pouvoir et d'arrogance, commence à se fissurer. Le silence qui suivit l'accusation de Lucas fut différent de tous les autres. Ce n'était pas un silence de respect ou de peur, mais un silence lourd, dense,
chargé de stupeur et de réévaluation. Les membres du conseil, auparavant monolithiques dans leur soutien à Antoine, échangèrent maintenant des regards furtifs. Le masque d'indifférence sur leur visage commença à fondre, révélant des hommes et des femmes calculateurs qui, par-dessus tout, savaient reconnaître l'odeur d'un navire qui coule. Le premier à bouger fut un vieil homme aux cheveux blancs, le membre le plus ancien du conseil, connu pour sa prudence. Il tendit la main vers le dossier que Maître Laurent avait posé sur la table. « Je voudrais voir ces documents », dit-il, la voix neutre, mais l'action elle-même fut un tremblement de terre. Ce fut la première fissure dans le barrage. Un autre membre, une femme qui avait toujours été l'une des plus grandes partisanes d'Antoine, saisit sa tablette et commença à taper furieusement, cherchant sans doute des nouvelles sur les acquisitions mentionnées. Le murmure commença bas, un bourdonnement d'abeilles, et prit rapidement de l'ampleur. Innova Solaire. Je me souviens de ce cas. J'ai toujours trouvé cette acquisition trop rapide. Si c'est vrai, nous sommes exposés à des poursuites judiciaires massives. Les alliés les plus proches d'Antoine, qui avaient ri de Lucas quelques minutes auparavant, se recroquevillaient maintenant sur leur chaise, évitant son regard désespéré. La loyauté, Lucas le réalisa, n'était pas envers Antoine, l'homme, mais envers le pouvoir qu'il représentait, et ce pouvoir se désintégrait en temps réel. Le public avait changé. Ils n'étaient plus des spectateurs d'une humiliation, mais des juges dans un tribunal improvisé. Leur regard sur Lucas changea. Il n'y avait plus de mépris, mais une curiosité prudente, un respect réticent pour le Lucas, qui avait orchestré cette chute avec la précision d'un maître d'échecs. Antoine regarda autour de la salle, cherchant un seul regard de soutien, un seul allié. Il n'en trouva aucun. Il ne trouva que des visages fermés, calculant les dommages, planifiant les prochaines étapes pour se sauver. Il était seul, abandonné par ceux qui festoyaient à sa table. Dans une tentative désespérée de reprendre le contrôle, il frappa la table du poing. « Silence! Je n'admettrai pas cette mascarade. C'est une conspiration. Ils mentent !» Mais sa voix, autrefois un tonnerre qui imposait l'ordre, sonnait maintenant comme le cri strident d'un homme qui se noie. Personne ne lui prêta attention. Tous les yeux étaient sur les documents qui commençaient à circuler sur la table, la preuve physique de sa trahison. La chute finale d'Antoine ne fut pas un fracas, mais un effondrement pathétique. Voyant qu'il avait perdu le conseil, il tenta un dernier recours, une ultime manœuvre qui révéla son désespoir. Il se tourna vers Lucas, la haine pure déformant son visage. « Toi, cracha-t-il. Tu crois avoir gagné? Tu n'as rien? Je te poursuivrai en justice jusqu'à ce que tu n'aies même plus le sol sur lequel marcher. Je te détruirai, toi et cet avocat de 3e zone. » C'était une menace vide, et tout le monde dans la salle le savait. Lucas le fixa, sans dire un mot, laissant Antoine se pendre lui-même avec sa colère. Et puis, Antoine commit son erreur finale. Il se tourna vers Marc. « Et toi, traître ingrat, je t'ai donné une carrière. Je t'ai fait. Tu regretteras le jour où tu es né. » À ce moment, Marc, qui était resté en retrait jusqu'alors, fit un pas en avant, la voix enfin ferme. « Vous ne m'avez pas fait, Antoine. J'ai travaillé pour vous. Et pendant que je travaillais, j'ai fait des copies de tout, y compris les emails dans lesquels vous me donniez des ordres explicites pour étouffer les actionnaires d'Énergie Pionnière jusqu'à ce qu'ils vendent pour des miettes. Et ces copies, avec date et heure, ont été envoyées il y a 10 minutes à l'autorité des marchés financiers et à 3 des plus grands journaux du pays. Ce fut l'échec et mat. La confession définitive ne vint pas d'Antoine, mais de la preuve irréfutable de ses propres paroles. Un son collectif de stupeur parcourut la salle. Le visage d'Antoine devint blanc comme cire. Le dernier reste de combat l'abandonna, remplacé par une terreur abjecte. Il regarda vers la porte, comme un animal en cage cherchant une issue. Le membre le plus ancien du conseil s'éclaircit la gorge. « Monsieur Dubois, je crois que votre présence n'est plus nécessaire. La sécurité va vous accompagner dehors. » La phrase fut prononcée avec une froideur chirurgicale. 2 gardes de sécurité, qui avaient été appelés discrètement, entrèrent dans la salle. Ils s'approchèrent d'Antoine, qui n'opposa aucune résistance. Il était une coquille vide. Tandis qu'il l'escortait dehors, son regard croisa celui de Lucas une dernière fois. Il n'y avait ni haine, ni colère. Seulement le vide d'un homme qui avait tout perdu. Lucas ne célébra pas,
Il ne sourit pas. Il respira juste profondément, le poids de mois de lutte commençant enfin à se dissiper. Il observa la porte se refermer, laissant derrière elle un silence profond. Le silence qui précède une nouvelle ère. La bataille était terminée. Dans le silence qui suivit le départ d'Antoine, l'air dans la salle du conseil resta lourd. Lucas continua de se tenir debout, le corps encore tendu par l'adrénaline de la bataille. Il ne ressentait pas l'euphorie de la victoire, mais un étrange vide, le calme qui s'installe après le passage d'un ouragan. Maître Émile Laurent s'approcha et lui posa une main ferme sur l'épaule, un geste silencieux de reconnaissance et de fierté. Le membre le plus ancien du conseil, qui occupait maintenant le bout de la table, regarda Lucas avec un nouveau respect. « Monsieur Garnier », dit-il, la voix formelle, mais dépourvue de l'arrogance précédente. Le conseil a beaucoup à discuter et à remercier. Nous aimerions que vous preniez place à la table. C'était l'invitation au monde qu'il avait un jour rejetée. Lucas acquiesça, mais ne se dirigea pas vers la chaise. Il se tourna vers Laurent et Marc. « Nous avons réussi », murmura-t-il, les mots plus pour lui-même que pour eux. Marc, l'ancien directeur, semblait encore sous le choc, mais un petit sourire de soulagement apparut sur ses lèvres. « Nous avons réussi », répéta-t-il. Lucas ne voulait pas rester pour l'autopsie de l'empire d'Antoine. Sa part était faite. Il serra la main de Laurent, une poignée qui scellait la fin d'un voyage et le paiement d'une dette de 20 ans. Il fit un signe de tête à Marc et, sans regarder en arrière, sortit de la salle du conseil. Il traversa les couloirs luxueux, le tapis étouffant ses pas. Personne ne l'arrêta. Les employés qui, auparavant, l'auraient regardé avec mépris, détournaient maintenant le regard. Certains avec peur, d'autres avec une curiosité coupable. Il ne se sentait pas puissant. Il se sentait libre. En sortant du bâtiment et en étant frappé par la lumière du soleil, il inspira profondément l'air de la ville, un air qui semblait maintenant plus propre, plus léger. La guerre était finie. Des semaines plus tard, le contraste entre les deux réalités était frappant. Une petite note dans la section économique d'un journal montrait une photo d'Antoine Dubois sortant d'un tribunal. Le visage bouffi, le costume coûteux froissé. Il semblait avoir 10 ans de plus. La légende informait du gel de ses biens et des multiples procès auxquels il faisait face pour fraude et manipulation de marché. Son empire, bâti sur la ruine des autres, avait implosé, ne laissant que poussière et litige. La note était brève, presque une note de bas de page. Le monde des affaires l'avait déjà oublié, passant à la prochaine grande histoire. Dans un petit bureau loué à des kilomètres du quartier financier, Lucas était penché sur une pile de feuilles de calcul. Il n'avait pas pris la place d'Antoine. Il avait refusé l'offre de rejoindre le conseil permanent de Sampaio Holdings. Au lieu de cela, avec l'aide de Laurent, il avait créé la Fondation Renaissance, une organisation dédiée à vérifier les acquisitions de l'ancienne direction et à utiliser les fonds récupérés pour indemniser les petits actionnaires escroqués. Il n'était pas un PDG. Il était un réparateur. Il passait ses journées au téléphone, non pas avec des banquiers, mais avec des enfants et petits-enfants, de personnes comme son père, expliquant le processus, leur rendant non seulement de l'argent, mais un morceau de leur histoire volée. Le travail était lent, méticuleux et n'avait aucun glamour. Mais chaque famille qui l'aidait, chaque merci étouffé qu'il entendait à l'autre bout du fil, était une victoire plus significative que n'importe quelle bataille dans une salle de conseil. Il était, à sa manière, en train de réparer les moteurs brisés qu'Antoine avait laissés derrière lui. Un après-midi, la routine du bureau fut interrompue. Théo, un jeune homme fraîchement embauché comme assistant, entra dans le bureau de Lucas pour lui servir un café. Il était jeune, nerveux, soucieux de bien faire. Ses mains tremblèrent, et il finit par renverser la tasse sur la table, le liquide sombre se répandant dangereusement près d'une pile de documents importants. Le visage du garçon devint pâle de terreur. « Mon Dieu, excusez-moi, monsieur. Je suis tellement désolé, je nettoie tout de suite. » balbutia-t-il, s'attendant à une explosion, un licenciement, la même fureur qu'il aurait probablement attendue d'un patron ailleurs. La scène était un miroir déformé du passé de Lucas. Le café renversé, la peur dans les yeux d'un subalterne, la dynamique de pouvoir. Pendant un instant, l'image d'Antoine Dubois lui criant dessus à la station-service traversa son esprit. Mais ce ne fut qu'un éclair.
Lucas se leva calmement, prit un chiffon dans une petite réserve et commença à aider le garçon à nettoyer le désordre. « Ne vous inquiétez pas, » dit-il, la voix douce, offrant un sourire rassurant. « Ça arrive à tout le monde, ces documents n'étaient même pas si importants. » Le garçon le regarda, la confusion et le soulagement imprimés sur son visage. « Merci, monsieur, » murmura-t-il. Lucas lui posa une main sur l'épaule. « Tout va bien. Maintenant, que diriez-vous de m'aider à comprendre ce rapport ici? Je pense que vous pourriez avoir une meilleure perspective que la mienne. » Dans ce simple acte de compassion, dans ce choix d'élever plutôt que d'écraser, Lucas prouva que sa transformation était complète. Il n'avait pas seulement vaincu son ennemi, il avait refusé d'en devenir un. Il comprit enfin ce que son père voulait dire. Le vrai pouvoir n'était pas dans le moteur, mais dans la main qui le guidait. L'histoire de Lucas et Antoine est un puissant rappel que le monde, en effet, tourne. Elle nous montre que la vraie force ne réside pas dans le statut, l'argent ou le pouvoir d'humilier les autres. Elle réside dans la résilience, l'intelligence et surtout le caractère. Lucas fut traité de stupide, de incompétent et de insignifiant. Mais il a transformé chaque insulte en un tremplin. Elle nous enseigne que l'éducation ne vient pas seulement des diplômes accrochés au mur, mais de la soif d'apprendre, du courage de se relever après chaque chute et de la sagesse de ne jamais devenir ce que l'on méprise. Combien de fois nous sommes-nous sentis petits ou sous-estimés? Combien de fois une parole dure ou un acte d'injustice nous a-t-il fait remettre en question notre propre valeur? Le parcours de Lucas est un miroir de la force qui existe en chacun de nous, attendant le bon moment pour se manifester. Non pas pour la vengeance, mais pour la justice. Non pas pour détruire, mais pour reconstruire. C'est la preuve que, sur le grand échiquier de la vie, un pion qui avance avec un but peut, oui, faire tomber un roi. Si vous croyez que la dignité est le bien le plus précieux qu'une personne puisse posséder et que chacun mérite une seconde chance pour réécrire sa propre histoire, je tiens à vous inviter à faire partie de notre communauté. Laissez un « oui » dans les commentaires si ce message a résonné en vous. Votre interaction est le carburant qui nous permet de continuer à apporter des histoires comme celle-ci, des histoires qui nous inspirent à être meilleurs, à lutter pour ce qui est juste et à ne jamais, jamais sous-estimer le pouvoir d'un cœur déterminé. Et si vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'entendre qu'il n'est pas seul dans sa lutte, qui a besoin d'un rappel de sa propre force intérieure, partagez cette vidéo. Parfois, une histoire est tout ce dont nous avons besoin pour rallumer la flamme. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucun de nos prochains contenus. Chaque vidéo est préparée avec le même soin et le même dévouement que Lucas a utilisé pour planifier son retournement. Nous voulons continuer à grandir ensemble, en construisant une communauté qui valorise la force, l'honneur et le dépassement. Merci d'avoir regardé et de faire partie de ce voyage.